Chers amis, bonjour. Bienvenue à cette seconde revue de presse sur YouTube avec un invité que vous connaissez tous, Olivier Delamarche, gérant de Platinium Gestion. Olivier Delamarche, on vous connaît bien, vous êtes déjà venu 2 fois à la revue de presse à la radio ici maintenant avec Laurent et moi. On vous voit sur BFM de temps en temps, enfin BFM Echo, de temps en temps on vous voit également sur BFM Généraliste. Et là, vous allez commenter cette revue de presse avec moi, et en particulier un sujet qui vous tient à cœur, parce que vous vous fâchez régulièrement, vous avez des prises de bec régulièrement sur le plateau de BFM Echo, sur l'importance de la planche à billets. C'est pas les chiffres inventés par Delamarche. Moins d'une minute. Regarde le rapport de la BCE. Ensemble. Le rapport de la BCE, qu'est-ce qu'il dit? 19% en Espagne de crédits accordés au privé. Alors, oui, tu vas pas me dire que ça a augmenté. Non, mais c'est pas seulement une décision des banques. Il y a eu moins de crédits parce que l'activité économique plongeait. C'est pas voilà. Ce sera intéressant de regarder les résultats des banques, justement. Elles vont commencer à publier cette semaine. Bien sûr. Non, mais c'est trop facile de critiquer à chaque fois les banques. Raroy a dit que ça y est, ils étaient sortis de la récession. Les banques. Alors viens pas me dire qu'ils sont sortis de la récession par quel miracle. Ils sont sortis de la récession parce qu'ils ont ajusté leur compétitivité, leur salaire, et qu'ils ont fait de gros efforts. Voilà comment ils sortent de la récession. Wow. Et alors, c'est une information qui est quand même assez drôle, puisque la Bank of England, donc la Banque centrale anglaise, vire 100 personnes. Pourtant, vu toutes les planches à billets lancées par la Banque d'Angleterre depuis 2007, on aurait pu penser que jamais elle n'en arriverait là. Eh bien si. Pourtant, il leur suffit d'un petit tour de planche à billets et hop, tout le monde est payé. Avec ça, en vérité, vous pouvez même embaucher autant que vous voulez. Eh bien non. Bank of England to cut up 100 jobs. Voilà, c'est une information de la BBC. Pour bien comprendre que la planche à billets, c'est uniquement pour sauver les banquiers et les multinationales. C'est-à-dire que même les employés, les salariés de la Banque centrale n'y ont pas droit. Qu'en pensez-vous? Votre commentaire là-dessus On va sur la Bank of England, elle est coutumière du fait, puisque en 2011, elle avait commandé un rapport sur le premier quantitative easing qu'elle avait fait. Pour savoir si ça marchait, si ça ne marchait pas, comment ça fonctionnait. Et le rapport tombe quelques mois plus tard d'économistes indépendants, etc. Et le rapport tombe et à ce moment-là, on apprend qu'il y avait à peine 3% du quantitative easing qui était... planche à billets, précisément. de la planche à billets qui était... rentrer dans l'économie réelle, donc 3% seulement. Quasiment et le reste, c'est basé où? Inexistant. Ça, on ne sait pas. Sûrement sur les marchés financiers. Et donc... 0,03, ça fait 97, quoi. Voilà. Et là, conclusion de la BOE, parce que c'est quand même merveilleux, eh bien, on en refait une. On en refait une? Bah oui. C'est comme les révolutionnaires, quoi. Voilà. C'est surtout comme les grandes heures du communisme. Si ça ne marchait pas, c'est qu'il n'y en avait pas eu assez. Donc là, aujourd'hui, c'est toujours la même chose. C'est que si ça n'a pas fonctionné, c'est que ce n'était pas assez important. Donc on le sait, de toute façon, maintenant, je pense que c'est même plus un sujet sur lequel on devrait avoir une discussion. On sait très bien que le si, parce que justement, on vous a vu sur BFM vous prendre des prises de tête avec votre interlocuteur qui vous expliquait que c'était quelque chose de très important. Mais parce que vous avez toujours des crétins qui y croient, mais comme des crétins croient encore que l'euro amènera la prospérité en Europe. C'est pareil. Il y a des choses comme ça sur lesquelles on va mettre très longtemps à convaincre tout le monde. Donc c'est quasi religieux tout ça. Donc là, le quantitative easing, je dirais que tous les gens sérieux maintenant savent très bien que ça n'a absolument pas servi à regonfler l'économie, ça n'a absolument pas servi aux populations, ça a servi uniquement à gonfler des actifs financiers et donc... C'est artificiel. Oui, tout à fait, oui, mais on le sait, puisque, je veux dire, on a des preuves de ça. On sait très bien que ce qui est créé ne circule pas. S'il ne circule pas, ça veut dire que vous n'avez pas de pipe créée par ça. Vous êtes aujourd'hui avec plus de chômeurs qu'en 2012, et ça, c'est une réalité. Alors maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez, manipuler les chiffres comme vous le voulez, ça n'empêche qu'aujourd'hui, le QE a
échoué, lamentablement. Les chiffres de température. En tout cas, en termes de chômage. Did you hear about the Fed? They announced another round of the quantitative easing. What does that mean? It means they are going to expand their balance sheet and buy treasuries. What does that mean? It means they are going to print a ton of money. So why do they call it the quantitative easing? Why don't they just call it the printing money? Because the printing money is the last refuge of failed economic empires and banana republics, and the Fed doesn't want to admit this is their only idea. L'argent qui est créé du quantitative easing, par exemple aux États-Unis, parce que c'est là que c'est le plus flagrant, l'argent qui est créé, c'est le Trésor américain qui émet des obligations, et ces obligations, après avoir fait un tout petit tour chez Goldman Sachs, mais 3 jours, hein, pas plus, après avoir fait un tout petit tour chez Goldman Sachs, atterrissent dans les poches de la Fed. Comment voulez-vous que ça produise quoi que ce soit? Rien, ça produit rien. Donc, c'est la même chose pour la Banque du Japon? C'est la même chose à la Banque du Japon, mais à la Banque du Japon... Parce que j'ai cru comprendre que la Banque du Japon imprime de la planche à billets et achète également du bon du Trésor américain. Oui, mais c'est surtout les bons du Trésor japonais qu'ils achètent. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à la fin de l'exercice pour les Japonais. C'est-à-dire que les Japonais ont de moins en moins d'épargne financière. Vous avez vu qu'en seulement un mois, en fin d'année, on est passé de 26% à 31% en un mois de la population japonaise qui n'avait aucune épargne financière. Donc, il faut arrêter de dire que c'est les Japonais qui achètent les obligues japonaises. C'est pas vrai. Et c'est de moins en moins vrai. Et donc, ils avaient un petit souci, les Japonais. C'est-à-dire que leur population n'achetait plus les obligations japonaises. Les étrangers, ils n'étaient pas prêts à se faire rémunérer 0,5% sur 10 ans pour acheter des obligations dont ils savaient pertinemment qu'elles ne seront jamais remboursées. Donc, il fallait bien qu'ils trouvent un acheteur. Ils ont trouvé un acheteur, c'est la BOJ. Et la BOJ, pour pouvoir acheter ces obligations-là, elle est bien obligée d'émettre du papier. Le redémarrage économique du Japon marque le pas. Le deuxième trimestre est décevant après le rebond constaté en début d'année. Et même si le PIB a augmenté plus vite au Japon qu'aux États-Unis, les statistiques publiées lundi par le gouvernement ont refroidi quelque peu l'euphorie des derniers mois. Objectif de ce que la presse surnomme les Abenomics, la réduction de la dette faramineuse la plus lourde des pays industrialisés. 62 milliards d'euros d'économies ont été promis par Shinzo Abe. Ça va se terminer comment tout ça, à votre avis? Pour les Japonais, extrêmement mal. Oui, ça, c'est à peu près la seule chose dont vous pouvez être persuadé, c'est que les 250% de dette des Japonais ne seront jamais remboursés et qu'au rythme où ils font marcher la planche à billets, vous allez avoir un effondrement du yen. Mais quand je dis effondrement, ça ne va pas être moins 10, moins 20, ça va être le yen à zéro. Là, ça va être un véritable tsunami. C'est un jeu de domino. Ça va être un véritable tsunami parce que c'est la 3e économie du monde. Quelle est la limite temporelle? Ils peuvent aller jusqu'où techniquement avec leur planche à billets, les Japonais? Ils peuvent aller jusqu'au moment où les gens vont perdre confiance. Et les gens perdent confiance, on ne sait pas quand. Mais il y a un moment où, en effet, les gens qui vont recevoir des yens, qui vont être payés en yens, vont dire « je ne prends pas ». Voilà, ce jour-là, c'est fini. Alors justement, vous avez prononcé une phrase clé, perte de confiance. Et il s'est passé quelque chose de très important il y a à peu près une semaine, lorsque Marine Le Pen est passée à mots croisés, si mes souvenirs sont bons, avec Pierre Moscovici, donc notre ministre de l'économie. Désormais, ce seront les banques qui paieront pour les défauts des banques. Ça, c'est fondamental. Les banques ou les déposants, monsieur Moscovici? Eh bien, puisque vous me parlez des déposants, qu'est-ce que c'est que l'union bancaire? Vous devriez le savoir, Madame Le Pen, députée européenne, je le rappelle. C'est la supervision des banques pour savoir comment elles se portent, et ça, c'est très important. On attend d'ailleurs les résultats. C'est la résolution bancaire. Ne soyez pas inquiète. Si, je suis très inquiète. Elles sont très solides. Je suis très inquiète. Non, elles ne sont pas solides, monsieur. Vous le savez. Et vous savez très bien que le Crédit Agricole n'est pas solide du tout et que probablement on va être amené encore à venir les sauver. Donc vous ne pouvez pas dire que le système bancaire français va bien, monsieur Moscovici. Le système bancaire français est très solide. Non, vous ne pouvez pas dire cela. Il est très solide. Vous ne pouvez pas dire cela. Je sais très bien que c'est l'omerta sur ce sujet. Vous annoncez que le Crédit Agricole va se casser la gueule? Ce que je vous annonce, c'est que le Crédit Agricole va très mal, bien entendu. Et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train d'appeler les déposants à retirer. Ben voilà, c'est ça. Oui, Madame Le Pen. Voilà, vous l'avouez. Vous avouez que vous mentez aux Français parce que vous avez peur de la panique. Voilà ce que vous... D'une part, Marine Le Pen a alerté les Français sur le fait que le Crédit Agricole était
techniquement en faillite, dû à son effet de levier absolument colossal. Et d'autre part, Pierre Moscovici a une réaction absolument stupéfiante, puisqu'il a accusé un économiste qu'on connaît tous, plus ou moins, Jacques Sapir, d'être d'extrême droite, etc. Moi, je remarque que nous avons fait un effort considérable. Il y a des économistes comme M. Sapir, comme M. Murer, qui ont fait un travail considérable. Ils ont fait des scénarios de sortie de l'euro. Je peux vous poser une question, je peux vous interrompre juste une seconde. Monsieur Sapir, dont je ne sais jamais s'il est d'extrême droite ou d'extrême gauche, peu importe. Oui, c'est fait, effectivement, peu importe. Non, pas peu importe, il est vraiment d'extrême droite. Mais chiffre à 107 milliards, en tout cas il est proche de vos idées. Il est idiot. Enfin, c'est complètement ridicule. D'abord de taxer un économiste d'extrême droite où ça veut rien dire. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus, j'avais pas cette impression-là quand je lisais Monsieur Sapir. J'avais plutôt l'impression qu'il était plutôt de l'autre côté sur l'échiquier politique. Donc, il a accusé d'être d'extrême droite parce qu'il partageait les idées de Marine Le Pen. Mais parce que, de toute façon, vous ne pouvez aujourd'hui, et même hier, vous ne pouvez pas dire quoi que ce soit sur l'euro. C'est religieux. Si vous dites quelque chose sur l'euro, vous êtes excommunié tout de suite. L'Union européenne est un échec. L'euro est un échec. Et la souffrance que crée cet instrument qui est un échec, vous devriez au moins accepter. Moi, c'est ça que je ne comprends pas, de réfléchir sur d'autres solutions. Et si on remet en cause votre religion, on est fou, blasphème, et ce sera l'apocalypse. C'est pas ça, monsieur le président. Il y a 46 économistes français qui sont pour la sortie de l'euro. Il y a 10 prix Nobel d'économie qui sont pour la sortie de l'euro. C'est faux. Vous êtes seul à vouloir faire cela, et donc la France se trouve contre les autres. On vous met dans une case, et comme ça, on essaie de vous discréditer. Bon, c'est juste ridicule. Donc il a essayé de discréditer Monsieur Sapir, mais surtout. Bon, il n'en avait pas besoin, on savait qu'il était... Mais en fait, au final, il s'est discrédité lui-même, c'est ça que vous voulez dire? Oui, tout à fait. Oui. C'est ce qui est malheureusement, ce qui est triste pour un ministre de l'économie, surtout dans une période qui est quand même éminemment compliquée comme celle qu'on vit actuellement, d'avoir des gens totalement incompétents. C'est quand même malheureux. Vous avez dit ça également de Barouin, si mes souvenirs sont bons. Oui, j'avais dit ça de Barouin, j'avais dit ça de Madame Lagarde, j'avais dit ça... Ah là, je crois qu'on atteint des sommets, là. Ou le fond. Réellement. Ou le fond, mais à chaque fois, je suis surpris parce qu'on creuse. Moi, j'ai toujours l'impression qu'on a touché le fond, mais à chaque fois, on creuse et à chaque fois, on en a une qui est meilleure que la précédente. Donc, non, c'est juste consternant. D'accord. Alors, pour revenir au point détail, on a M. Harfeuil qui a bien noté les propos de l'analyste en chef de la Deutsche Bank. Déclaration de, je vous lis, Jim Reid, stratégiste. Nous avons créé un monstre global de la dette mondiale, qui est maintenant si importante, si grosse pour le fonctionnement du système financier de l'économie, que les défauts ont été de plus en plus minimisés par des réponses politiques manquant d'agressivité. Voilà. Et donc, M. Harfeuil nous donne ici la dette publique du Japon. Donc là, il vous suit entièrement. 240 du PIB, soit plus de 1,1 million de milliards de yens. Je ne sais pas combien ça fait de zéro là derrière. Dette publique des États-Unis, 17 321 milliards. Donc ça paraît déjà plus raisonnable. Que ça, en fait. Oui. Dette publique de l'Allemagne, 2126 milliards. De l'Italie, 2068 milliards. Dette publique de la France, 1900 milliards. Oui, Royaume-Uni, 1431. En fait, tout ça est tout à fait minimisé. C'est-à-dire que vous êtes au-dessus sur à peu près toutes les dettes. Parce que, évidemment, comme d'habitude, mais enfin ça c'est dans tous les pays, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on n'inclut pas un certain nombre de dettes qui sont quand même des dettes publiques. Par exemple, les dettes des États américains ne sont pas inclus là-dedans. Les dettes futures, puisque les garanties qu'on a données à Fannie Mae et à Freddie Mac ne sont pas non plus là-dedans. Et si vous les rajoutez, vous tombez sur 27 000 milliards de dollars. Donc pour les États-Unis, 160% à peu près du PIB, exactement de la même façon qu'en France, vous êtes à 2600 ou 2700 milliards d'euros, c'est-à-dire que vous êtes à, de mémoire, 135 ou 136% de dette. Donc on a largement
évidemment tous dépasser les 100%, joyeusement, et donc c'est là que viennent les problèmes. C'est assez facile, hein. Faut pas être sorti de Polytechnique. Vous avez un coup de la dette. Ils sont tous sortis de Polytechnique, Edwina, là, au ministère des Finances. Je vous le signale, hein, mais ils n'ont pas l'air de comprendre, là. Hein. Moi, ma gamine, dès le CP, elle comprenait. Hein, c'est assez simple. Vous êtes, on va donner un chiffre qui sera plus facile pour tout le monde. Vous êtes à 150% de dette. Vous avez une dette qui vous coûte 3%. Donc 150 fois 3, ça fait 4,5. D'accord ? Donc 4,5, ça veut dire que tous les ans, il faut que vous ayez une croissance de 4,5% si vous voulez espérer payer les intérêts de la dette. Et comme on sait très bien, enfin, il n'y a que M. Hollande qui croit encore à ces 2%, 3% de croissance, mais comme on sait très bien qu'on fera quelque chose compris entre 0 et 1% de croissance, et ça, pas simplement cette année, toutes les années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une croissance qui a été diminuée, pas que par le poids de la dette, mais tout simplement par la démographie, par le progrès technique, ou l'absence de progrès technique majeur, etc. Donc, quand vous êtes comme ça, si vous faites 1% de croissance et que vous avez 4,5 à rembourser, vous êtes en l'air de 3,5. Ça veut dire que vous vous endettez tous les ans un petit peu plus pour payer les dettes. Alors, Olivier, votre avis là-dessus, comment se fait-il que François Hollande, avec tous ses conseillers, dont je pense notamment à M. Macron, hein, ex-banque Rothschild, ex-plusieurs banques, etc., comment se fait-il, sans parler de l'intégralité des hauts fonctionnaires du ministère des Finances, sans parler du ministère du Budget, etc., où il y a également une quantité d'énarques, de polytechniciens, et j'en passe, et des meilleurs, comment se fait-il que tous ces gens n'aient pas la même vision que vous, ou moi, ou même l'ensemble des journalistes, enfin principalement anglo-saxons, parce que dans la presse économique française, on ne voit pas trop ce genre d'avis. Un abaissement de la prévision de croissance de l'économie française en 2013 n'est pas à l'ordre du jour. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici. Pour lui, l'économie française fabriquera de la croissance en 2013. La prévision de croissance du gouvernement français pour l'an prochain est de 1,2%. Je pense qu'il y en a une partie qui y croit vraiment. Mais, une partie laquelle ? Il y a une partie, il y a des gens qui y croient vraiment. Hollande et son équipe ? Non, mais dans son équipe, probablement, il y a des gens qui y croient vraiment. Après, mais parce que tout simplement, c'est la solution de facilité. Les chômeurs invisibles sont nombreux, 830 000 en France. Avec les bénéficiaires du RSA et les temps partiels subis, 9 millions de personnes sont aujourd'hui au chômage ou en sous-emploi. Selon les syndicats, Pôle emploi n'a pas les capacités de gérer une telle population. Si aujourd'hui vous voulez prendre les vrais problèmes à bras-le-corps, vous savez que ça va être éminemment compliqué. Vous n'allez pas faire que des heureux. Vous n'allez pas vous faire que des copains. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a de plus facile que de faire tourner la planche à billets ? Ça reporte le problème, ça endette les générations futures. C'est quand même la solution la plus facile. Ne peut pas faire de planche à billets aussi facilement que la Fed. Mais c'est pareil. Même si vous savez que de toute façon, à un moment ou à un autre, ça vous pètera dans la figure, en attendant, vous avez tenu. En attendant, vous avez fait illusion. Et c'est tout ce qu'ils cherchent. Donc, si je vous résume bien, c'est tenir le plus longtemps possible. C'est ça. Mais c'est arrivé jusqu'à la prochaine élection. C'est exactement comme une boîte privée qui fait de la cavalerie et elle sait pertinemment que ça va se finir mal, mais ça lui permet de tenir encore quelques mois, à la limite quelques années, et voilà, et faire illusion pendant encore un moment, c'est tout. Donc, Enron. Oui, c'est le même principe. On est dans le règne de l'illusion et de la fuite en avant parce que c'est la chose la plus facile. Parce que aller demain à la télévision, ce qui pourrait être une des solutions, en disant, voilà, on a tellement de dettes qu'on ne peut pas les rembourser et donc on ne va pas les rembourser, donc ça veut dire que je ruine tout le monde.
je suis pas sûr que ça passe très bien, quoi. Donc, mais il faut bien le dire. Je veux dire, quand on vous voit sur BFM, je veux dire, oui, non, mais moi, je le fais sur BFM. D'abord, je suis pas. Ah ben non, tout va bien. Oui, mais je suis pas président de la République. Je sais pas si vous avez remarqué. Oui, non, mais ça, on l'a remarqué. Mais je suis même pas certain qu'on ait un président de la République. Je suis non seulement pas président de la République, je n'ai pas de scooter, je n'ai pas de casque non plus, donc je peux pas faire ce métier-là. Et puis j'ai pas de maîtresse, c'est pas de bol. Et donc voilà, donc je le dis, vous avez 50 000 ou 100 000 personnes qui l'écoutent. Tant que ça reste comme ça gêne personne d'ailleurs. Mais vous verrez rarement quelqu'un le dire au journal de 20h sur TF1, parce que ça créerait quelques petits débordements. Mais justement, Marine Le Pen face à Moscovici a entraîné une série de problèmes au sein du Crédit Agricole, puisque les gens ont commencé à retirer leur argent. Le doute a été semé. Oui, nous, on le savait depuis longtemps. Oui, mais c'est quand même très... c'est très ponctuel. Vous n'allez pas avoir la queue devant toutes les agences du Crédit Agricole demain. C'est pas les banques anglaises de 2008. Enfin, moi, je l'ai regardé parce qu'on en parlait tellement de ce débat que je suis allé regarder ça en podcast. Monsieur Moscovici a été désespérément nul. Et le problème, c'est qu'il est aux affaires. On ne peut pas dire quand même que tout le programme économique de Marine Le Pen soit brillantissime. Hein, il y a quand même des questions à se poser. Hein. Donc, alors, vous me direz, elle n'est pas aux affaires, donc on est tranquille. Mais je pense que si le pauvre Moscovici avait eu Sapir en face de lui plutôt que Marine Le Pen, pauvre garçon, il serait reparti sans les dents. Hein. Le courage de regarder la réalité et le courage de dire à d'autres dirigeants politiques le rêve d'une monnaie unique était prématuré et il ne peut plus être aujourd'hui maintenu. Comme nous n'avons pas ce courage, nous allons laisser les événements décider pour nous. Et ça veut dire que nous allons arriver à un éclatement de la zone euro. On préfère mettre des gens qui s'y connaissent pas trop, parce que sinon ça ferait très très mal. Là, on le ferait passer pour... D'ailleurs, le Crédit Agricole a pondu un communiqué de presse pour dire qu'il n'avait rien à dire, grosso modo. Mais je le résume. Hein. Je veux dire, c'est quand même intéressant comme principe. Elle a enfoncé une porte ouverte, Marine Le Pen. On sait très bien de toute façon, il n'y a pas que le Crédit Agricole. Société Générale. Société Générale, Deutsche Bank, BNP, la Banque Postale. Enfin, elles sont toutes dans le même truc. Il n'y a pas eu de sanctions. Le problème, c'est que si vous avez une économie sans sanctions, pourquoi voulez-vous que les gens continuent pas ? On est en 2008. En 2008, les banques ont failli quand même foutre le monde par terre. Et personne ne bronche, personne ne sanctionne quoi que ce soit. Alors je continue avec ma fille. Quand ma fille fait une bêtise, elle se prend une claque. Après, la deuxième fois, elle réfléchit. Attention, là, oui, attention. Non, c'est pas bien ce que je dis. Mais enfin, c'est quand même la réalité. Vous allez voir tous les... C'est quand même la réalité. Et je suis désolé, ça fait du bien quelquefois, même pour elle. Et la deuxième fois, elle réfléchit quand même à la question. Là, vous n'avez rien. Les gars, ils sont toujours dans les mêmes conseils d'administration. Ils ont foutu leur banque par terre. Ils ont viré je ne sais pas combien de personnes. Ils ont coûté à la population française des milliards. Et c'est pas grave, ils continuent. Donc, tant que vous aurez un monde dans lequel il n'y a absolument aucune sanction, ni vis-à-vis des politiques, ni vis-à-vis des banquiers, pourquoi voulez-vous que ça s'arrête ? Ça va continuer. Et aujourd'hui, on est dans une situation qui est bien pire que celle de 2008, parce que, en plus, beaucoup de gens pensent qu'il s'est passé quelque chose et que réellement on a pris des mesures pour essayer de réguler les banques, alors que c'est absolument faux. Et ne pas tirer des événements que nous avons connus il y a 1 an la conclusion qu'il nous faut changer profondément, alors, si nous ne changions pas, nous serions irresponsables. Si nous ne changeons pas la réglementation bancaire, si nous ne changeons pas les règles prudentielles, si nous ne changeons pas les règles comptables, mais ce n'est pas qu'une affaire de technique, ce n'est pas qu'une affaire d'experts, où voulons-nous conduire le capitalisme qui est le nôtre ? Aujourd'hui, on est en train de se poser des questions sur les banques
métaphysique sur le niveau de fonds propres qu'il faudrait avoir dans les banques, mais le niveau de fonds propres qu'il faudrait avoir dans les banques, c'est multiplier les fonds propres par 10 ou 20, ce qui est juste pas possible. Aujourd'hui, on est là en train de se dire il faut que ça respecter fasse, BAL 3. Donc, il faut que ça fasse, il faudrait dans l'absolu que ça fasse 10% des actifs sur lesquels il y a un doute. Mais alors évidemment, tous les actifs deviennent sans doute, hein, donc c'est assez facile comme ça. Et on s'aperçoit que, j'avais donné l'exemple la dernière fois, mais enfin, la BNP, c'est 48 000 milliards d'euros d'engagement hors bilan, d'engagement sur les marchés financiers à terme, c'est 2 000 milliards d'euros d'actifs et c'est 60 milliards d'euros de fonds propres. Bon, bah, vous pouvez les doubler, les fonds propres, hein, vous les passez de 60 à 120. En cas de problème, alors, en cas de... Vous perdez 1% sur les engagements hors bilan, ça fait 480 milliards d'euros. Alors, vos fonds propres à 120... justement, alors c'est excellent enchaînement parce que ça vient avec le papier. Les Allemands exigent une saisie des comptes le week-end. Alors je vous explique. Le principe chypriote fait tranquillement son chemin. J'en ai parlé à la radio mercredi d'il y a 15 jours, disons, et les clients du Crédit Agricole, Société Générale, etc., devraient s'attendre à voir 10 ou 20% de leur épargne être saisie. C'est à cette condition et à elle seule que la Bundesbank donnera son feu vert pour que l'Europe, entendez par là l'Allemagne, mettre la main au portefeuille pour sauver les établissements bancaires. Alors, bon, vous qui suivez le blog et la revue de presse, etc., il n'y a rien de nouveau, mais maintenant cela commence à se savoir. Et le plus important est là, et c'est sorti dans le journal belge L'Express. Cette taxe exceptionnelle, attention, devrait être collectée rapidement, c'est-à-dire pendant le week-end, afin d'éviter le problème de l'afflux des capitaux, parce que à Chypre, justement, comme il y a eu le week-end, eh bien, ça a permis à beaucoup de gens de mettre leurs économies à l'abri. Hein. Voilà. Donc les Allemands veulent une saisie immédiate pendant le week-end et pas attendre la réouverture des banques. Alors, une taxation sur le capital, nous dit le journal, correspond au principe de responsabilité nationale, selon lequel les contribuables sont responsables pour les obligations de leur gouvernement. J'aime beaucoup, parce que par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que les politiques et les banquiers, en fait, prennent toutes les décisions, et puis quand ils ont failli, en fait, c'est à nous de payer, quoi. Boum, littéralement. Voilà. Avant que la solidarité des autres États ne soit requise. Voilà, énonce la Banque centrale allemande, fermez les guillemets. Donc c'est une dépêche de Reuters. Hein, voilà, c'est très très intéressant parce que là c'est Chypre, mais encore plus vite. Hein, c'est-à-dire d'un seul coup, on prend tout. Enfin, de toute façon, on sait très bien qu'ils ne vont pas le faire pendant la semaine et en vous avertissant qu'ils vont le faire le lendemain à 5 heures. Enfin, je veux dire, Chypre, c'était quand même assez. Ils n'ont plus personne, donc c'est évident que de toute façon ils le feront le jour où les banques seront fermées. Ceci dit, moi ça me fait quand même bien rire parce que aujourd'hui l'Allemagne donne ses conditions. Je lui rappellerai juste que la Deutsche Bank est la banque la plus leveragée au monde, hein, juste ça. Que, oui, je crois qu'elle est devant la JP Morgan. Que les Länder allemands sont à peu près tous en faillite. Qu'est-ce que l'on voit? C'est en fait l'Allemagne qui a d'abord réussi à retarder la date d'application et qui maintenant est en train effectivement de retirer de l'union bancaire toute une série de choses. Pourquoi? Parce que en réalité, les banques allemandes sont très mal aujourd'hui. Quand vous regardez le bilan des banques allemandes, le bilan des banques allemandes est en fait plus dégradé que les banques françaises, plus dégradé que les banques italiennes. Et je signale que l'Allemagne a réussi à retirer toute une série de banques des futurs stress tests qui seront faits justement dans le cadre de l'union bancaire parce qu'elle ne veut pas que l'on sache quel est l'état exact de ces banques. Et en réalité, parce qu'on sait très bien que l'état de ces banques est très mauvais. Alors qu'ils ne veuillent pas payer pour tout le monde en permanence, je le conçois. Mais bon, il faudra aussi peut-être qu'un jour, ils pensent à... Pour remettre à flot la Deutsche Bank, quand elle aura sauté, il faudra qu'ils se posent la question de faire une petite saisie sur leur... Comment elle tient cette banque encore?
Elle tient, parce que tant que vous n'avez pas de pépin, ça tient. Quand vous avez une banque, c'est pas le leverage qui fout la banque par terre. Le leverage, tant que vous n'avez pas de paume, ça tient. Le jour où vous en avez une, le problème c'est que aujourd'hui il y a tellement de leverage que le jour où vous avez une paume, elle est incontrôlable. Le leverage, c'est l'effet de levier, précisons-le. C'est l'effet de levier. Quand vous multipliez par 20 ou par 30 la position, bah, ça veut dire que, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous perdez 1% sur le hors-bilan de la BNP, ça fait 480 milliards. Ça fait quand même le quart du PIB français. Bon, 480 milliards, c'est 1%. 1%, c'est quand même pas grand-chose. Hein. Donc, voilà, c'est tout. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de paume, tout va bien. Le jour où il y en a une, ça va faire bizarre. Alors, justement, puisqu'on parle de la mort imminente en fait, de ces banques, alors je vous signale quand même que, puisqu'on parlait de la Deutsche Bank, M. William Brock-Smith, 58 ans, spécialiste du risque et des CDS, Crédit Default Swap. La police l'a retrouvé chez lui à South Kensington à Londres, mouru par pendaison. Voilà. C'est un mauvais signe. Si les banquiers allemands se suicident plus que les Espagnols ou les Grecs, quelque chose ne tourne plus rond. Ensuite, on a eu Gabriel McGee, vice-président du département investissement high-tech Europe de la JP Morgan. Donc lui, il a sauté du 33e étage de son immeuble, enfin de la JP Morgan sur Canary Wharf. Ensuite, il y a un ancien de la Fed de Saint-Louis, Monsieur Mike Duecker, 50 ans, chef prévisionniste de Russell Investissement à Seattle. Et puis, il y en a eu un cinquième, là, ou un quatrième, je ne sais plus, qui s'est suicidé. Alors lui, je ne sais pas comment il a fait. Il s'est suicidé avec une cloueuse, avec plusieurs clous dans la tête et dans la poitrine. D'accord. La police a conclu au suicide. Hein. C'est ce qu'on appelle clouer les financiers au pilori. Hein. Tout à fait. Votre opinion là-dessus, Olivier Delamarche? Pourquoi on n'a pas de suicide à la BNP, Société Générale, encore? Il ne savait peut-être pas se servir d'une cloueuse. On peut toujours... on peut toujours... Vous savez, ces gens-là, en général, ils sont quand même pas très pratiques. C'est des intellectuels, hein. Voilà, c'est des intellectuels. Donc, il l'a peut-être regardé et puis il s'est envoyé un clou dans la figure. On a une autre information beaucoup plus intéressante. C'était un tweet du Cercle Voltaire. J'ai titré « Paris libéré » par Delanoë, mais Paris endetté. Hein. C'est-à-dire que donc, dette de la ville de Paris en 2001, 1,1 milliard d'euros. Dette de la ville de Paris fin 2013, 4 milliards d'euros. Votre opinion là-dessus? CDS, toxique? Non, mais mon opinion, c'est la C'est énorme quand même, attendez. Mais oui, mais c'est énorme. Mais je suis désolé, il y a des gens qui ont voté quand même plusieurs fois pour M. Delanoë. Alors après, qui s'aperçoivent brusquement qu'on leur a fait un petit dans le dos. Là, c'est pas un petit, c'est 4 milliards. Là, hein. C'est un petit de 4 milliards. Voilà, c'est un beau petit. Non, parce qu'on n'a pas vu, justement, je finis là-dessus. Et vous allez voir que les Parisiens sont assez... On n'a pas vu de nouvelles Tour Eiffel. Sont assez idiots pour voter pour, absolument. Mais on n'a pas vu de nouvelles Tour Eiffel, on n'a pas vu de nouvel opéra. On n'a pas vu, je ne sais pas, un nouveau, nouvelle bibliothèque nationale. Ne le souhaitez pas parce que ça aurait non, mais juste pour expliquer au moins où la sont passés les 3,4 milliards. Là, non, mais je ne vais pas chercher où sont passés les 4 milliards. Sans parler de l'augmentation massive des impôts sur les Parisiens. Mais c'est simplement la fuite en avant, mais à tous les niveaux, c'est tout. C'est au niveau municipal, comme au niveau de l'État, comme au niveau des pays. Vous avez toujours la même chose. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a recours de plus en plus à la dette? Tout simplement parce qu'il n'y a plus de croissance. La croissance naturelle, la croissance des nouveaux entrants, de la croissance démographique, la croissance des revenus des gens, la croissance un véritable progrès technique, parce que ce n'est pas votre iPad parce qu'il marche 2 fois plus vite que vous avez fait un vrai progrès technique. Je parle de l'électricité, du moteur à explosion, enfin des trucs vraiment importants. Et bien tout ça, c'est fini. Vous êtes aujourd'hui, vous êtes dans des économies qui sont matures, donc avec des croissances qui sont très très faibles. Quand vous n'avez pas de croissance des revenus, sachant que 70% du PIB dans les économies occidentales, c'est de la consommation.
Donc la croissance du PIB à 70%, c'est la hausse de la consommation. Si vous ne pouvez pas consommer parce que vous avez des baisses de revenus, parce que vous avez un chômage structurel de plus en plus important, etc., qu'est-ce que vous faites? Vous endettez. Voilà. Alors d'abord, les ménages s'endettent, et puis arrive un moment où les ménages ils sont surendettés. Et donc, qui est-ce qui prend le relais? L'État. Voilà. Et donc, on sait très bien que ça, évidemment, ça n'amène que de la croissance ponctuelle, parce que fabriquée. Voilà, parce que l'État n'investit pas, l'État juste repeint les murs en délabrement, mais c'est tout. Et donc, ça n'amène aucune croissance future, simplement, ça entretient l'illusion d'une fausse croissance, parce qu'en contrepartie de cette croissance, vous avez de la dette. D'accord. Et qu'au bout d'un moment, la dette, elle est tellement importante qu'elle pèse elle-même sur la croissance. Alors, Olivier, justement, avec tous ces chiffres que vous énoncez, jusqu'à quand maximum ils vont pouvoir tenir comme ça? L'illusion, on va dire. Je ne sais pas. Quoi? 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Non. Non, parce que aujourd'hui, on s'aperçoit que les choses se dégradent très vite. Je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, que les Japonais, en un mois, ils étaient passés de 26 à 31% de la population sans épargne financière. Pourquoi? Parce que M. Abe, qui est juste d'une bêtise incommensurable, c'est tout de suite axé sur une baisse du yen, parce que, soi-disant, la baisse du yen, ça allait relancer les exportations, sauf qu'il ne s'est pas aperçu qu'il y avait un autre côté, qui était que ça allait renchérir les importations. Or, pas de bol, il ne s'était pas encore aperçu qu'il était sur une île, et que donc tout venait de l'extérieur. Le processus de dépréciation du yen engagé par la Banque centrale japonaise continue à produire ses effets. Pour la première fois depuis plus de 4 ans, la monnaie japonaise a en effet dépassé le seuil des 100 yens pour $1. Sur 6 mois, elle a perdu face au billet vert 20% de sa valeur. À travers cette politique, le gouvernement de Shinzo Abe espère sortir la 3e économie mondiale de 2 décennies de stagnation. Un yen faible peut favoriser les exportations et mettre sous pression les concurrents sud-coréens ou australiens qui ont riposté cette semaine en réduisant leur taux directeur. Mais cette dépréciation a aussi des effets négatifs. Elle entraîne pour les industriels un renchérissement du prix des matières premières dont ils restent très dépendants. Il y a le pétrole, ça a augmenté de 70% en yens, l'alimentation, ça a augmenté de 50%. Donc ça fait que, évidemment, très vite, les Japonais tapent dans leur épargne, et puis au bout d'un moment, ils n'en ont plus. Et donc, ça va de plus en plus vite. On sait par exemple que les Américains, l'année dernière, ont dépensé 500 milliards de leur épargne. Oui, de leur retraite. Oui. C'est pas reproductible à l'infini. Donc, il est évident que vous êtes dans une cavalcade qui est de plus en plus rapide, et que vous avez de grandes chances de vous taper le mur très très bientôt. Alors, je pense que ça se compte plus en trimestre qu'en année. D'accord. En trimestre plus qu'en année. Ah oui, donc là, vous avez donné une information importante, je le souligne. Non, mais c'est important. Après, j'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas quand, mais... Olivier, quelque chose, une autre information vient appuyer vos dires. La France sur la voie de la Grèce, 700 commerces abandonnés à Toulon et région. C'est une information qui a été publiée par Var Matin, qui nous apprend que 700 commerces boutiques, de petits commerces, à Toulon, ont mis la clé sous la porte. 700, je ne sais pas si vous imaginez. C'est colossal, c'est un massacre. Les politiques actuelles ne défendent absolument pas les citoyens, mais les seuls intérêts de leur parti. Moi, c'est ce que j'en conclus. Le journal Var Matin écrit « Des rideaux baissés, tagués, des bâches parfois bancales et défraîchies, une vitrine peu reluisante, un esthétisme entaché qui contraste, voire pénalise les autres activités commerciales, ayant également pignon sur rue. À l'instar d'autres villes de France, la commune ne fait pas exception à la règle, en n'échappant pas au phénomène de la vacance commerciale. » Alors, on a tous vu, même à Paris, le nombre de commerces alloués qui est en augmentation absolument phénoménale. On ne parle même pas des bureaux alloués dont on voit les affiches un peu partout sur les immeubles. Et là, c'est quand même intéressant parce que depuis 2008, entre 50 000 et 60 000 entreprises ont déposé le bilan en France chaque année. Et nous sommes en 2014. Voilà. Et cela ne prend même pas en compte les entreprises qui ont licencié entre 10 et 40% de leurs salariés. Voilà. Donc, on voit bien que
ça appuie votre prévision. Hein. C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé dans se gripper, on est arrivé dans la dernière phase. La dernière phase, c'est quoi? C'est que vous avez des revenus et des patrimoines qui baissent. D'ailleurs, si vous parlez d'aller piquer 10% ou 15% ou 20% du capital des gens, leurs revenus et leur capital, il va forcément baisser. Donc, il y a un moment où ces revenus baissent et vous avez de plus en plus de gens au chômage. Vous avez des banques qui ne prêtent plus, parce que c'est plus leur métier. Hein, ils préfèrent aller jouer sur les CDS. C'est quand même beaucoup plus drôle. Donc, vous avez des banques qui ne prêtent plus. Donc, la croissance, elle n'est pas là. Et quand vous avez des gens qui n'ont plus d'argent, eh ben, forcément, ils consomment moins. Et là, vous avez ce phénomène aux États-Unis, où vous avez quand même les principales chaînes de vente au détail américaines, qui sont JCPenney, Sears, qui sont en faillite. Complètement en faillite, avec des résultats qui sont juste catastrophiques. On sait très bien qu'ils ont des milliards de mètres carrés de surface qu'il faut fermer, avec des centaines de milliers de gens qu'il faut sortir. Et on vous dit à côté de ça, mais non, mais vous inquiétez pas, les ventes au détail, si elles ont baissé, c'est qu'ils faisaient mauvais. D'accord, parce que c'est quand même très surprenant qu'il fasse froid en hiver et chaud en été. C'est quelque chose dont on n'a pas trop l'habitude. C'est la grande spécialité de BFM. Hein. Voilà, mais ce n'est pas que BFM. Hein. Tous les économistes ont commenté ça à qui mieux en disant, vous savez, c'est parce qu'il a fait froid. Oui, d'accord, il a fait froid en hiver, c'est une nouvelle. Et donc, évidemment, quand il fait froid, les gens, ils ne consomment plus. Hein, ils ne mangent plus, ils ne s'habillent plus, etc. Ça, c'est bien connu. Et donc, mais les problèmes, ils vont ressurgir dans 1 mois ou dans 2 mois, tout simplement parce que les Américains, ils ne pourront plus tirer sur leur épargne à raison de 50 milliards par mois, et que leurs revenus baissent de 8% depuis 2008. Les revenus des Américains ont baissé de 8%. Alors, il n'y a que l'intervenant qui était en face de moi, Marc Ries, qui pense que du fait de la hausse des actions, ça y est, les Américains sont tous riches. Tu ne peux pas nier le fait que la bourse a doublé. Donc, même si Elle a doublé, oui. Même si tu dis qu'effectivement tous les Américains n'en bénéficient pas, et que, évidemment, les milliardaires en ont bénéficié beaucoup plus que les autres. Mais la médiane américaine a baissé son tour. La médiane américaine de la fortune personnelle a baissé de 40% depuis 2007. L'immobilier remonte. Donc, graduellement, tu vas avoir un patrimoine médian, un patrimoine des ménages modeste, qui, petit à petit, se réapprécie. Il a repris 12%, c'est bien. Il y a simplement le fait que, bien évidemment, la remontée de la bourse favorise plus les gros portefeuilles boursiers. C'est un truisme. C'est étonnant de voir que on n'a jamais un chiffre. Et quand on amène des chiffres, là, il n'y a plus personne. On n'a pas jamais un chiffre. Tu n'as jamais un chiffre. Tu nous dis que ça y est, je te dis que le patrimoine des ménages, il est à 77 300 milliards de dollars au 30 septembre. Voilà un chiffre concret. Il était à 50 000 4 ans avant. Donc ça, ce sont 2 chiffres, 2 chiffres concrets. Après, tu peux m'opposer le fait c'est que chacun il n'y a pas que... On sait très bien que malheureusement, les actions américaines sont détenues par un tout petit nombre d'Américains et que Bill Gates a beau voir sa fortune monter de X milliards, malheureusement, il ne va pas bouffer comme 500 000 personnes. Hein, donc, c'est clair. Voilà. Et donc, il y a un moment où ça s'arrête, le système. Justement, notre lecteur, monsieur Legros, nous dit, donc, manifestement un de ses amis, donc le gérant d'un super casino dans les Yvelines, donc lui a rapporté que le casino donc n'est qu'à 40% de son chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, donc en janvier 2014. Donc baisse de 40%, c'est colossal. Chiffre que j'avais anticipé donc, dans la revue de presse en décembre. En revanche, les chauffeurs de taxi parisiens, de leur côté, m'ont confirmé que leur chiffre d'affaires de janvier 2014... Qu'ils étaient en grève, non ? Aussi, mais qu'il était, ça c'était avant leur grève, mais qu'il était inférieur de 20% par rapport à janvier 2013.
qui lui-même était déjà en baisse de 10 à 15% par rapport à... En général, c'est pas bon signe quand les taxis... Exactement, parce que les taxis, c'est quand même c'est ce qu'on utilise pour les transports, etc. Donc le taxi, c'est vraiment le premier indicateur d'une économie qui bouge. Alors, donc si les taxis ne bougent plus, ou etc., enfin au nombre de kilomètres, etc., ça exprime, si je puis dire, un ralentissement. Non, mais enfin, de toute façon, on le sait, les soldes ne se sont pas bien passés en France. Le mois de décembre a été très mauvais aux États-Unis. Il y a eu des warnings de Walmart et des principaux distributeurs. Or, on sait que, en gros, le mois de décembre là-bas, c'est autour de 40% de l'activité des ventes au détail. Donc 40% se fait en un mois. Donc si ça se passe mal pendant ce mois-là, c'est pas très bon pour la suite des événements. Donc voilà, mais on le sait, je veux dire, c'est presque mathématique. Il y a un moment où ce système-là, vous pouvez déverser des milliards tous les jours sur les marchés financiers. C'est pas ça qui va distribuer des billets aux gens pour qu'ils puissent aller consommer. Donc, c'est un sorte de tonneau des Danaïdes, en fait, une espèce de mythologie, enfin, dans la mythologie grecque. On peut verser autant, c'est à l'infini, quoi. Ah ben c'est ça qui est magique avec la planche à billets, c'est que finalement, théoriquement, il n'y a pas de limite. Théoriquement, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que théoriquement, tant que les gens ont confiance dans le billet que vous leur donnez, vous imprimez dessus 500 €. Tant que le gars a l'impression que ça vaut 500 €, tout va bien. Le jour où il a des doutes, ça se passe mal. Il y a des doutes parce que j'ai discuté avec Charles Guerre, donc, qui est spécialiste des pièces d'or rue Vivienne et des lingots d'or, et il m'a expliqué qu'il a vu une hausse très nette des Français qui convertissent leur liquidité en or. Mais ça a été soudain. Ça a commencé en janvier. Et surtout, vous n'en avez pas qu'en France, vous en avez bien sûr. En Chine, ils en achètent à tour de bras, non seulement la Banque centrale, mais aussi les particuliers, les Indiens. Que les Français s'y mettent d'un seul coup, s'y remettent, on va dire ça comme ça. Vous avez des gens qui commencent à se poser des questions, mais enfin, il est temps, je dirais. Oui, il est temps, oui, ça c'est sûr. Alors comment expliquez-vous que justement BFM n'a pas assez informé les gens ? Il ne faut pas taper sur BFM tout le temps. BFM, je parle de BFM généraliste. Non, mais... Parce que je rappelle quand même que les scores de BFM Echo, il n'y a que vous qui les faites. Parce qu'après, il n'y a plus personne qui regarde BFM Echo. Non, c'est pas vrai. Mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Mais je vous dis, TF1, France 2, j'ai encore vu personne de... politiquement incorrect aller sur ces chaînes-là. C'est exact. Voilà. C'est vrai que c'était une première. Le Moscovici face à Marine Le Pen en parlant du Crédit Agricole, c'était une première, au vrai sens du terme. Parce que, là, non mais c'était... petit à petit, ça transpire et j'espère que les gens regardent ça et comprennent qu'il y a un vrai souci. On parle tout le temps des élites. J'ai d'autres mots, moi, pour les qualifier. Allez-y. Devinez. Voilà, c'est quand même le règne de l'incompétence, mais malheureusement pas qu'en France. Justement, que ce parlons soit de la en Belgique. Europe. Alors parlons de la Belgique, Olivier. C'est encore pire, c'est un nid, c'est un vrai nid. Mais pareil aux États-Unis, pareil en Angleterre, pareil. On est quand même dirigé par une... Bon, écoutez la suite. Dans la revue de presse, donc, le gouvernement de corrompus belge avec un clown du cirque Pinder à sa tête n'a rien trouvé de mieux que de taxer les Belges sur leurs déplacements. En somme, une sorte de portique écotaxe pour tous. Et je précise, on n'est pas le 1er avril. Alors là, je cite les différents journaux. Les régions wallonnes, flamandes et bruxelloises ont récemment trouvé un accord sur les tarifs de la taxe kilométrique. Le principe prévoit une taxe automobile sur chaque kilomètre parcouru en fonction des heures de pointe ainsi que du type de route empruntée par le conducteur. Le projet pilote commencera le 17 février dans la zone couverte par le futur RER ferroviaire, je ne sais pas ce que c'est, dans Bruxelles et sa périphérie. Rouler en zone urbaine pourrait à l'avenir, écoutez bien, coûter 9 centimes par kilomètre contre 5 centimes sur l'autoroute et 6,5 sur les autres routes d'après le projet. Alors, M. Libot
estime que les automobilistes belges pourraient payer entre 500 et 1000 euros par an selon la distance. Non mais attendez, je ne sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire que là, il y a un impôt sur vos déplacements. Mais c'est du délire. Mais c'est vraiment du délire. Non, il n'y a pas de délire là-dedans. Ah oui, bah, peut-être pour vous, mais pour moi, si. Non, mais il n'y a pas de délire. Tous les pays sont aujourd'hui en faillite. En faillite. Quand vous êtes en faillite, le but du jeu, c'est quand même d'essayer de trouver du pognon. Et quand vous voulez trouver du pognon, là, alors là, pour le coup, nos élites sont super efficaces. C'est-à-dire qu'ils ont une imagination sans borne. Et donc, vous allez voir fleurir des impôts divers et avariés partout. Donc, ce n'est pas étonnant. C'est sur les déplacements. La prochaine fois, ça sera sur l'air que vous respirez. La prochaine fois, ça sera sur le nombre de fois que vous allez aux toilettes. C'est pas... Un journal anglais, justement, a fait un 1er avril en disant qu'il y avait une taxe sur l'air qu'on respirait. Et il y a eu tout un tas de crétins qui ont repris l'information. Qui ont arrêté de respirer, non ? Oui. C'est peut-être ça la vague des suicides, non ? C'était vraiment ça. C'est surréaliste, non, mais on y arrive. Mais il faut se préparer de toute façon à voir des nouvelles comme ça. Alors ça sera sur autre chose, peu importe, mais il faut s'attendre à en voir de plus en plus. J'en ai un autre. Alors, c'est un méga impôt européen emballé dans de la guimauve. Hein, voilà. Alors, je résume. Un économiste philosophe, donc déjà, c'est quand même assez rare. Je ne sais pas s'il est hegelien, nietzschéen, vous voyez, c'est assez... voilà. Propose 200 € à tous citoyens de l'Europe, somme qui sera financée par une TVA européenne. Hein, donc déjà, on le voit venir gros comme une maison, celui-là. C'est moi qui rajoute les phases. Hein. L'économiste belge et philosophe s'appelle Philippe Van Parijs. Il écrit sur le blog, alors je ne sais pas si c'est le blog de London School of Economics. Enfin voilà, il propose, alors phase 1, verse une larme, Olivier, attention, d'instituer le versement inconditionnel d'un revenu de base universel de 200 € pour tous les résidents légaux de l'Union européenne ou à tout le moins des États membres de la zone euro. Ce revenu modeste, qu'il appelle eurodividende, notez, c'est drôle, eurodividende, c'est quand même drôle, pourrait être complémenté par les revenus du travail, du capital et des bénéfices sociaux. Et il permettrait d'assurer une répartition plus équitable des fruits de l'intégration. Stop. Alors, phase 2, donc maintenant qu'on a... les oiseaux chantent, les papillons se sont posés sur, sur la queue de bonne Bernanke ou de c'est comme dans Bambi, tu sais. Bon, bref. Donc, phase 2, pour vider votre porte-monnaie, soi-disant pour la bonne cause, alors, ce revenu pourrait être financé par un impôt spécifique qui pourrait être une taxation de 20% de l'assiette de la TVA harmonisée dans toute l'Union européenne, ce qui représenterait environ 10% du PIB total de l'Union européenne. Fin de citation. Voilà. Donc, au bout de la chaîne, vous et moi, et vous tous, qui nous regardez, avec une hausse de la TVA ou un impôt supplémentaire, un impôt européen typique. Voilà, parce que ce n'est pas la première fois qu'ils essaient d'imposer un impôt européen, en plus des impôts locaux, des impôts nationaux, et ainsi de suite. Alors, Olivier Delamarche, votre opinion sur ce nouvel impôt en préparation européen? Je ne comprends pas. C'est-à-dire on va donner 200 € à tout le monde. On va taxer 200 € pour pouvoir me les redonner. On donne 200 € à tout le monde, aux 500 millions d'habitants de l'Union européenne. Enfin, de la zone euro, pardon. Donc on prend 200 € à 500 millions de on leur donne 200 millions, voilà. Non. 200 €, pardon. On leur taxe 200 € pour pouvoir donner 200 €. Donc c'est une somme nulle, c'est crétin comme truc. Ah non, moi je pense que ça va être beaucoup plus que ça, parce qu'en fait, déjà le charabia... Déjà pour donner 200 €, il faudrait probablement en taxer 400. Voilà, parce qu'il y a déjà... voilà. S'il y a déjà des types qui, voilà, il y a des déperditions, il y a des donc en fait, milliards qui se perdent. On va me taxer 400 € pour pouvoir me donner 200. Voilà. C'est intéressant comme truc. Ah non, mais à mon avis, c'est beaucoup plus que ça. Hein. Ouais. Il dit, Monsieur Philippe Van Parijs, donc il pourrait être financé par un impôt spécifique, je recommence, hein, qui pourrait être une taxation de 20% de l'assiette de la TVA harmonisée dans toute l'Union européenne. Bon, déjà, rien que pour faire cette phrase, déjà, le mec, il est space. Hein. Ce qui représenterait, selon lui, environ 10% du PIB total de l'Union européenne. Oh, ça fait quand même une belle somme. Hein. Alors, c'est dans l'Express.
hein, l'Express, pas français, hein, belge, hein, parce que ce genre d'information, c'est rare qu'on voit ça dans les magazines français, qui sont, comment dire, soutenus d'ailleurs par nos impôts. Hein, voilà. Non mais c'est vrai. Attends. C'est pas faux. Bah oui, on paye Le Point, on paye l'Express, c'est quand même assez délirant, quoi. Compris Marianne. Voilà. Olivier Delamarche. C'est très à la mode l'histoire du revenu universel de base, tout ça. On vous en a parlé déjà, j'imagine. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors un coup c'est 200 €, un coup c'est 2000, un coup c'est etc. Ah moi j'ai vu plus 2000 que 200, hein, parce que 200 bah, ça me paraît un peu faible. Donc 2000 €, bah écoutez, je suis content. C'est Walt Disney. On est d'accord, c'est Bambi. J'ai dit à ma fille, écoute, tu peux désormais ne plus aller à l'école, ne rien foutre. De toute façon, tu gagneras 2000 € par mois. Donc c'est bien. C'est un beau métier. Enfin, franchement, c'est tellement crétin qu'il n'y a pas à commenter. Enfin, voilà, point. ça m'inspire rien du tout, tellement c'est idiot. On a un enchaînement très intéressant. Une vieille tradition voulait que la Banco Popular espagnole confie à des petites tâches à une communauté de religieuses de Sainte-Claire pour une somme modique. La crise étant passée par là, la banque a retiré le travail aux religieuses qui, du jour au lendemain, se retrouvent sans rien. Pas de pitié, titre le Wall Street Journal. Dans le Wall Street Journal, c'est emparé de l'affaire, c'est quand même énorme. Les banques espagnoles sont vraiment dans une situation désespérée. Alors, je crois qu'on a un livre là-dessus, c'est Saint-Jude, hein, c'est le saint patron des causes désespérées. Donc, il faudrait qu'elle change déjà de saint, hein, qu'elle passe de Saint-Clair à Saint-Jude, ou à Saint-Rita éventuellement. Voilà. Qu'est-ce que ça, on le sait, que les banques espagnoles sont plus qu'en... C'est pire que les banques françaises. Oui, plus qu'en faillite. Ah, bah, tout simplement parce qu'elles n'ont jamais soldé leur histoire immobilière. Donc, petit à petit, d'ailleurs, ça m'amuse beaucoup parce que il y a quelques années maintenant, j'avais dit l'histoire immobilière en Espagne, ça coûtera 400 milliards. Alors évidemment, j'avais reçu des mails derrière en me disant mais vous n'avez rien compris de la marge, donc ok. Sauf que maintenant, aux dernières nouvelles, on en était à 200 et on était loin, mais très loin d'avoir apuré le truc. Donc je pense que mon objectif de 400 milliards sera atteint, voire peut-être même dépassé, ce qui me ferait bien rire. Et donc voilà, enfin, vous êtes là aussi dans l'illusion, c'est-à-dire que les banques ne provisionnent pas et de loin ce que cette petite histoire va leur coûter. Et vous passez ça en disant tout va très bien, l'Espagne est repartie. Hein, Monsieur Raron nous a dit que c'était reparti. L'économie espagnole confirme son retour à la croissance au 4e trimestre 2013 avec une progression de 0,3% de la production de richesse, le fameux PIB. La timide sortie de récession amorcée au 3e trimestre, plus 0,1%, est donc confirmée. Sur l'ensemble de l'année dernière, l'activité économique du pays s'est tout de même contractée de 1,2%. Le gouvernement Rajoy tablait sur un recul de 1,3%. Reste le gros point noir de l'économie espagnole, le chômage dont le taux navigue toujours autour de 26%. La croissance espagnole est encore trop faible pour créer suffisamment d'emplois. Il y a une reprise. Avec 58% de chômage chez les jeunes, avec 27% de chômage dans la population. C'est vrai que ça repart fort. Avec un taux de suicide qui est en hausse aussi. Oui, ça fait très fort. Avec une natalité qui plonge dans des taux ahurissants. Avec des banques qui ne prêtent plus du tout, ni aux privés, ni aux corporates, ni aux entreprises. Et donc, on peut être certain que c'est reparti très très fort en Espagne. Voilà, bon, mais tout ça, c'est des beaux discours, c'est l'illusion, c'est de dire non, tout va bien. Vous savez, c'est le gars qui se balance du 50e étage et au 3e étage, il dit ça va encore, oui, ça va encore. Oui. Alors, justement, puisque là, on a le témoignage d'un lecteur expert comptable sur l'état de sa profession. Alors, chers téléspectateurs, je vous invite à prendre un calmant avant d'écouter
Alors, il s'appelle Lucas, hein, donc il nous confirme les propos d'autres lecteurs et comptables. Hein, voilà, jugez-en. Je suis expert comptable diplômé, Bac plus 8, depuis plusieurs années. Un métier qui a toujours été très dynamique et où les opportunités ont toujours été nombreuses et très très lucratives. Depuis 2 ans, je constate que la profession va de plus en plus mal. Les cabinets sont tous à l'arrêt, leurs clients vont mal, les trésoreries se tendent, les procédures collectives se multiplient, les délais de règlement client s'allongent sans cesse. Certains cabinets comptables se retrouvent en état de cessation de paiement, ce qui est un fait absolument nouveau. On en trouve encore quelques-uns qui investissent grâce à leur trésor de guerre, mais ils n'embauchent plus de cadres, seulement des petites mains, sous-payées, qu'ils font travailler de plus en plus. Les groupes nationaux et internationaux voient une chute permanente de leurs marges, et ils se voient forcés de réduire leurs équipes au minimum et à les payer de manière de plus en plus restreinte. Les primes des années 2000 ne sont plus qu'un lointain souvenir, et les revenus des dirigeants sont en baisse constante également. Alors, est-ce que c'est la même chose dans votre monde, Olivier Delamarche, dans le monde de la gestion de fortune? C'est quoi mon monde? Enfin, la gestion de patrimoine, gestionnaire de fortune, etc. Est-ce que vous avez été touché, si j'ose dire, par la crise? Je ne sais pas, demandez la prochaine fois à Marc Ries si ça va bien. Tout va bien. Non, mais les échos, dans votre monde, on va dire, interprofessionnel, ce que vous racontez au café ça va pas, entre vous. Non, ça va pas très fort pour la plupart des sociétés de gestion, bien que, avec l'année qu'ils ont faite l'année dernière, qui était inespérée quand même, hein, ça tient du miracle quand même qu'on ait monté, parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de raisons pour qu'on le fasse. Donc voilà, ils ont gagné de l'argent, ils ne savent pas très bien comment, ils ne savent pas très bien pourquoi, mais ils sont contents parce qu'à la fin de l'année, il y a un petit peu plus de conservation d'actifs sous gestion. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont des nouveaux comptes, mais tout simplement parce que les actions ont monté et que voilà. Donc ils ont acheté de la Peugeot, ils ont acheté des banques, et puis ça a monté, ils ne savent pas pourquoi, mais enfin ils sont contents parce que ça a monté. Est-ce que vous avez entendu parler de sociétés de gestion de fonds, etc., qui ont fermé, justement, licencié massivement au cours de ces 3 dernières années? Ah bah oui, il y en a eu après. Alors, vous nous donner quelques exemples, après le coup de 2008, ça a été un petit peu sanglant. Maintenant, justement, c'est à ça que ça a servi aussi, hein, les quantitative easing et la planche à billets. C'est aussi à ça que ça a servi. C'est à faire en sorte que les marchés se regonflent, que les actifs financiers se regonflent et que donc les sociétés de gestion, les banques, etc., reprennent un petit bol d'air. Maintenant, attention, c'est-à-dire que la prochaine descente, hein, comme vous avez des gens qui se sont à peine remis quand même de ce qui s'est passé en 2008, ça risque d'être assez saignant. Voilà. Bien, justement, ça va être saignant, on va aborder... nous allons faire une pause. Alors, juste, bien entendu, vous pouvez retrouver tout ça sur quotidien.com. Alors, l'information avant la pause, c'est levée de bouclier populaire contre Blight Masters. Incroyable échec pour la reine des banquiers. Imaginez que Icy Queen a été nommée au conseil de la CFTC, l'organisme gouvernemental avec capacité de répression en charge des ventes à terme, des swaps et des manipulations des cours des métaux précieux. Non mais je ne sais pas si vous imaginez, surtout quand on sait que c'est la JP Morgan et d'autres banquiers qui avaient fait pression contre la seule personne, Brooks Leborn, patronne de la CFTC à l'époque, qui avait vu que les crédits défaut swap allaient ruiner le monde. Imaginez le tollé sur le web. Il y a eu tant de tweets en l'espace d'une journée que la CFTC, le patron de la CFTC, a retiré immédiatement sa demande d'accueillir Blight Masters au conseil d'administration du bar. C'est nommé Madame Renard, tu sais, au conseil d'administration du poulailler. Ouais, c'est vraiment. Mais ceci dit, c'est complètement dingue. Mais c'est la corruption des élites bancaires gouvernementales. Là, c'était tellement énorme que c'est pas passé, mais ça n'empêche que. Mais ils ont osé quand même. Oui, mais ça n'empêche que vous avez tellement de passerelles entre les politiques, les banquiers et les autorités de tutelle que forcément, vous avez des connivences, pour ne pas dire autre chose, qui sont embêtantes.
très embêtantes. C'est pour ça que les projets ne passent pas, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réelle réglementation qui soit contraignante, etc. Parce que vous retrouvez dans les différents collèges des autorités de tutelle, vous retrouvez tous les banquiers, vous retrouvez des hauts fonctionnaires des ministères des Finances, etc. Et que donc tout ça joue au golf ensemble, mange ensemble, et que donc voilà. Et donc vous n'aurez absolument aucune contrainte hors à mon avis, d'un accident majeur qui obligera à ce moment-là, je dirais entre guillemets, à nationaliser une banque et de fait à la séparer en 2 activités, etc. Mais hors de ça, vous n'aurez jamais aucune contrainte parce que à chaque fois, le banquier menace de ne plus prêter, alors que ça fait longtemps qu'il ne prête plus, mais ce n'est pas grave. Et il menace de ne plus prêter, et puis vous avez en face quelqu'un qui n'a pas tellement envie de lui faire de la peine, donc ça se passe comme ça. Voilà. Alors, nous allons faire une petite pause, et on se retrouve parce que j'ai une question stratégique à poser à Olivier Delamarche. Je vais lui demander, vraiment, que feriez-vous si on vous donnait les clés du ministère des Finances demain? Voilà, à tout de suite.